L'honorable chef de l'opposition. Hier, la brigadier générale a exposé la gestion catastrophique de 3 ministres libéraux en immigration. Des ministres libéraux de ce gouvernement ignoraient de preuves de fraude massive parmi 150 000 faux étudiants étrangers. Ils ont enquêté sur 3 % des cas et abandonné la moitié de ça parce que ces fraudeurs allégués n'ont pas répondu à leur courriel. Est-ce que le premier ministre va se lever à la Chambre des communes pour congédier ces ministres libéraux incompétents? L'honorable ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous accueillons les recommandations de la VG et on agit depuis 2025. 100% de cas signalés par les établissements font l'objet d'un suivi et nous enquêtons sur les cas à haut risque. Les résultats sont clairs, les contrôles et les vérifications sont renforcés. Le nombre d'arrivées d'étudiants a diminué de plus de 60%. Nous rétablissons l'intégrité du système et nous le maîtrisons. Merci beaucoup. The Honourable Leader of the Opposition. Était pour le premier ministre qui était ici à Ottawa aujourd'hui. Il doit prendre la responsabilité pour ces 3 ministres incompétents actuels, le ministre de la Justice, le ministre du Patrimoine et le ministre de l'Immigration, qui ont tous fait partie d'une incompétence incroyable. 149 000 cas potentiels de fraude non enquêtés. Juste 3 % ont été enquêtés et la plupart abandonnés. Donc, est-ce que le premier ministre va prendre la responsabilité personnelle pour son cabinet actuel, incompétent, et congédier ses ministres? L'honorable ministre de l'Identité et de la Culture canadienne. Monsieur le Président, moi, je suis rentré en politique parce que j'adore mon pays, le Canada. Le député de l'opposition, lui, est rentré en politique parce qu'il y avait une tendinite. Il pense que les Canadiens, c'est des losers, et puis lui, il pense que sa job est terrible. Il est sur vidéo en train de dire ça pendant qu'il distribue des visas à n'importe qui à travers la province. C'est pas responsable, c'est la raison pour laquelle on se range derrière le premier ministre. Honorable chef de l'opposition. Monsieur le Président, avec ce genre de réponse incohérente et incompétente, ce n'est pas surprenant de voir comment ce ministre n'a pas su enquêter sur 97 % des près de 150 000 cas anticipés de fraude dans le programme des étudiants étrangers. Et des 3 % qu'ils ont enquêtés, la moitié des enquêtes ont été abandonnées parce que les fraudeurs sous enquête n'ont pas répondu à leur courriel. Monsieur le Président, c'est le ministre libéral actuel. Le premier ministre va-t-il prendre ses responsabilités, renvoyer le ministre de la Justice, du Patrimoine et de l'Immigration? L'honorable ministre de la Justice. Monsieur le Président, si le député veut parler d'incompétence en politique, il n'a qu'à regarder dans le miroir. Regardez son approche sur les relations canado-américaines. Il dit « Ce n'est pas la faute des Américains, c'est nous qui sommes stupides ». Ses collègues dénigrent le Canada. Regardons ces citations qui disent que la direction de la GRC est horrible et que ses opposants devraient se retrouver derrière les barreaux. Nous allons continuer de l'avant en assurant l'intégrité de notre système. L'honorable chef de l'opposition. Monsieur le Président, ce premier ministre récompense l'incompétence. Il a promu le pire ministre de l'Immigration de l'histoire du Canada au poste de ministre de la Justice. Il a causé une augmentation fulgurante de la population canadienne. Nous savons qu'il y a des centaines de milliers de cas de fraude sur lesquels il n'a pas enquêté. Dans 97 % des cas de fraude suspectés, il n'y a pas eu d'enquête et parmi les 3 % qui ont été mis sous enquête, la moitié ont été abandonnés parce que les fraudeurs suspectés n'ont pas répondu à leur courriel. Le premier ministre va-t-il finalement renvoyer ces ministres incompétents? L'honorable ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais répéter pour ce député et pour tout son caucus. Comme je l'ai dit, depuis 2025, 100 % des cas qui ont été signalés
ont eu un suivi. Donc, il y a eu un suivi de 100% des cas depuis 2025. La vérificatrice générale a confirmé des améliorations au sein du ministère et nous avons un contrôle sur les visas des étudiants étrangers. Les chiffres le prouvent. L'honorable chef de l'opposition. Bon, on a maintenant réponse à nos questions. Donc, seulement 3% des 150 000 cas suspectés de fraude ont été soumis à une enquête. La moitié des enquêtes ont été abandonnées parce que les fraudeurs allégués n'ont pas répondu à le courriel. Mais maintenant, nous apprenons qu'il y a eu un suivi qui a été fait avec un autre courriel. Donc, c'est clair, Monsieur le Président. S'il n'y a pas de réponse à ce courriel, on enverra un autre courriel, Monsieur le Président. C'est le genre d'incompétence qu'on voit sous la direction de ce premier ministre libéral. Pourquoi ne renvoie-t-il pas ces 3 ministres? L'honorable ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'aimerais dire aux Canadiens, aux Canadiennes, ainsi qu'à ce député à son caucus, que le rapport a examiné 18 mois. Le gouvernement avait déjà apporté des améliorations au système avant le début de la vérification. La vérificatrice générale a confirmé que le système s'est amélioré, qu'on a examiné les visas qui ont été octroyés. Depuis 2025, 100% des cas qui sont renvoyés au ministère par les institutions ont été examinés. L'honorable chef de l'opposition. Bon, je pense que c'est injuste de la part du premier ministre libéral de laisser la ministre répondre pour les erreurs de ses 2 prédécesseurs. Le premier ministre refuse de répondre aux questions aujourd'hui, même s'il est à Ottawa. Et ce, même si nous avons la seule économie en récession du G7, la plus forte inflation alimentaire du G7, la pire dette des ménages du G7 et les pires coûts de logement parmi les pays du G7. Nous avons perdu plus de 100 000 emplois pendant les 2 premiers mois de l'année. Le premier ministre aura-t-il le courage de répondre à ces questions? L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Merci, Monsieur le Président. Nous allons répondre aux questions tous les jours. Nous sommes fiers du bilan libéral, fiers du Canada, fiers de construire un Canada fort. Maintenant, le chef de l'opposition officielle a posé des questions à une ministre qui est clairement en contrôle de son dossier. Nous avons vu le nombre de visas pour les étudiants étrangers diminuer pour la première fois de l'histoire l'année dernière. Donc, la population du Canada l'année dernière, non permanente, a diminué de 100 000 l'année dernière. Nous sommes fiers de notre système. Merci, Monsieur le Président. L'honorable député de Belleuil-Chambly. Monsieur le Président, nous faisons une écoute attentive des plaidoiries présentées à la Cour suprême. Certaines sont excellentes, d'autres sont quelque part entre stupides et franchement insultantes. Pendant qu'il est encore temps, est-ce que le gouvernement reconnaît qu'il devrait dire à ses procureurs de retirer leur mémoire et demander à ses procureurs de ne pas présenter de plaidoirie contre le Québec? Honorable ministre de la Justice. Monsieur le Président, je veux remercier ma collègue pour cette question. C'est très important pour clarifier la position du gouvernement fédéral. Nous avons une opportunité et une obligation pour défendre la Constitution. C'est possible de défendre la langue française et la Constitution en même temps. Ce cas arrivé devant la Cour suprême du Canada, c'est le forum approprié pour avoir cette discussion. L'honorable député de Belleuil-Chambly. Monsieur le Président, le Parlement québécois a adopté en 2019 une loi sur la laïcité de l'État québécois. Que vous l'aimiez ou pas, elle est légitime. Est-ce que le gouvernement est en train de dire aux Québécois que le Parlement fédéral est supérieur et en autorité sur le Parlement du Québec? Est-ce que le Canada libéral s'imagine qu'il est le patron du Québec?
L'honorable ministre de la Transformation du gouvernement. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et j'ai de la misère à comprendre la question de mon collègue. D'abord, il faut rappeler une chose, on est dans un État de droit où il est possible pour des groupes et pour des citoyens de contester les droits devant les tribunaux. Et ultimement, ça peut se rendre en Cour suprême. C'est ce qui se passe avec le projet de loi, avec la loi 21, c'est-à-dire, Monsieur le Président. Mais s'il suggère que le fédéral utiliserait le pouvoir de désaveu, ça n'a pas été utilisé depuis 1943. J'étais même pas né, Monsieur le Président. Je suis pas mal sûr qu'il n'était pas né lui aussi, Monsieur le Président. Et on n'a aucunement l'intention d'utiliser le pouvoir de désaveu. Merci, Monsieur le Président. L'honorable député de Belleuil-Chambly. Je vous mentirais si je vous dis que je suis surpris qu'ils ne comprennent pas. Le Canada de Pierre Elliott Trudeau a imposé une constitution au Québec. Le Québec ne l'a ni signée ni digérée. On nous dit aujourd'hui qu'en vertu de cette constitution et de sa charte conçue contre le Québec, que le patron, c'est Ottawa. Est-ce que le Canada, des libéraux, qui agit contre le Québec en Cour suprême, dit au Québec que son Assemblée nationale doit se soumettre? Et est-ce que le Québec est une colonie du Canada? L'honorable ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je pense que les Québécois sont très fiers de vivre dans un État de droit où on peut contester des lois. C'est ce qui se fait par différents Québécois devant la Cour suprême en ce moment, Monsieur le Président, et on va laisser la Cour suprême faire son travail. Merci beaucoup, Monsieur le Président. L'honorable député de Thornhill. Vous pouvez ajouter le nom de la vérificatrice générale à la longue liste de ceux qui savent que la ministre de l'Immigration n'est pas très compétente dans son rôle. Déjà, elle n'a aucune idée de la manière de gérer les millions de titulaires de visas périmés au Canada et un nouveau rapport avait révélé que plus de 150 000 cas d'immigration frauduleuse, moins de 3 % ont fait l'objet d'une enquête. Les fraudeurs ne sont pas tenus de rendre des comptes, pas plus que les personnes qui ont mis à mal le système. Les deux derniers ministres de l'Immigration sont encore au cabinet, elles aussi. Donc, quand seront-ils renvoyés? L'honorable ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté. Merci, Monsieur le Président. Comme je l'ai dit à quelques reprises déjà, depuis 2025, 100 % des cas qui sont référés par les établissements d'enseignement au ministère ont fait l'objet d'un suivi. Les cas à haut risque ont fait l'objet d'une enquête pleine. Les résultats sont clairs. Nous accueillons les recommandations de la vérificatrice générale. Nous allons continuer d'améliorer le système. Or, la vérificatrice générale a clairement indiqué qu'il y avait déjà des améliorations qui avaient été entamées avant le début ou avant le dépôt de son rapport. L'honorable député de Thornhill. Monsieur le Président, il y a eu des suivis faits par courriel, mais même des députés libéraux disent que la ministre n'est pas à la hauteur de ses tâches. Mais tout cela est sans importance pour le premier ministre, parce que c'est ainsi que ça fonctionne dans le régime libéral à Ottawa. Étape 1, échouer dans son travail. Étape 2, obtenir une promotion. Étape 3, recommencer le cycle. C'est ce qui est arrivé au dernier ministre de l'Immigration, qui est désormais ministre de la Culture. Même chose pour le procureur général. Donc, une question pour le premier ministre. Quand va-t-il accorder à l'actuel ministre de l'Immigration sa prochaine promotion? L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Étape 1, avoir une avance de 25 points dans les sondages. Étape 2, perdre les élections. Étape 3, perdre son siège. Pourquoi le chef de l'opposition a-t-il encore un siège en Chambre? L'honorable député de Calgary-Nose Hill. Sous ce premier ministre libéral, le premier ministre actuel, la crise de l'immigration libérale s'est aggravée encore pire qu'avant. Et il y a des peines bonbons à des non-citoyens pour des peines d'agression sexuelle. Il y a des demandes frauduleuses d'asile qui mènent à des soins de santé gratuits. Et il y a plus de 150 000 cas de fraude pour les visas étudiants étrangers. Et il n'y a aucune reddition de compte avec ce gouvernement. 3 des ministres de l'immigration libéraux les plus incompétents de l'histoire sont encore au Conseil des ministres. Pourquoi? L'honorable ministre. Monsieur le Président, les Canadiens ont élu ce gouvernement l'année dernière. Les Canadiens et les Canadiennes savent que ce gouvernement a un plan. Notre plan contient des résultats. Notre plan n'est pas basé sur un scénario comme c'est le cas de l'autre côté de la Chambre. Nous avons réduit
les résidences temporaires de moitié, nous avons réduit le nombre de visas, nous avons reciblé les cibles en matière d'immigration. Les Canadiens voient que notre gouvernement est dédié à la tâche et à un plan. Merci, Monsieur le Président. L'honorable député de Calgary-Nose Hill. Eh bien, regardons ce plan libéral. 150 000 cas de visas d'étudiants frauduleuses. Ce gouvernement vient d'acheter un hôtel pour les demandeurs d'asile avec l'argent des contribuables. Les fausses demandes d'asile reçoivent des meilleurs soins de santé ou les demandeurs frauduleux ont des meilleurs soins de santé que les Canadiens. Pourtant, cette ministre de l'Immigration a encore un travail. Pourquoi? L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Bon, encore une fois, la même rengaine conservatrice. La ministre de l'Immigration actuelle a permis de rétablir la situation. La population a diminué pour la première fois l'année dernière. Le système d'immigration canadien est admiré partout dans le monde comme notre pays l'est. Et la ministre de l'Immigration actuelle délivre un plan clair, un plan pour réduire le nombre de résidents temporaires au Canada, et honte à cette députée de s'attaquer aux réfugiés de la guerre ukrainienne et du traitement qui leur est réservé au Canada. L'honorable député de Charlebourg, Haute-Saint-Charles. Monsieur le Président, selon la vérificatrice générale, des dizaines de milliers de personnes sont entrées et sont restées au pays sans vérification adéquate, alors que plusieurs dossiers étaient déjà signalés. Le gouvernement est incapable de dire qui des étudiants étrangers respectent les règles, qui ont quitté le pays, qui sont restés illégalement. Autrement dit, les libéraux ouvrent la porte, mais ils ne contrôlent plus qui sont au pays. Il est temps que le premier ministre assume ses responsabilités pour avoir promu les ministres de l'Immigration qui ont créé ce chaos. Quand va-t-il mettre les 3 pires ministres de l'Immigration à la porte? L'honorable ministre de l'Immigration et des Réfugiés et de la Citoyenneté. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Le statut temporaire est exactement ça. C'est temporaire. Ce n'est pas une chose nouveau. Sous notre plan, le Canada s'est fixé des objectifs clairs concernant les résidents temporaires et les prolongations. Nous respectons notre plan, mais notre attente est claire. À l'expiration de votre permis, vous devez quitter. Nous maintiendrons nos objectifs et nous appliquerons nos règles. Merci beaucoup. Honorable député de Charlebourg, Haute-Saint-Charles. Depuis 10 ans, ce gouvernement-là a perdu totalement le contrôle de l'immigration. La preuve, le rapport de la vérificatrice générale hier qui confirme que dans l'ensemble des personnes qui ont demandé un visa d'étudiant, il y en a 150 000 qui avaient été identifiés avec un drapeau rouge. Là-dessus, le gouvernement est en mesure de seulement vérifier 4 000 cas. Les autres qui ont été oubliés, perdus dans la nature. Et là, actuellement, ils ne sont même pas capables de savoir qui sont restés au pays sans avoir aucun permis. Quand est-ce que le premier ministre va mettre sa ministre et ses 2 anciens ministres de l'Immigration dehors pour incompétence? L'honorable ministre de l'Identité et de la Culture canadienne. Monsieur le Président, pendant qu'on réduisait l'immigration, le chef de l'opposition se promenait à travers le pays en train de promettre à n'importe qui des visas à volonté. C'est ridicule. Pas besoin d'une vérificatrice générale pour vérifier l'incompétence du chef de l'opposition puis de plusieurs de ses membres. C'est absolument ridicule. Une preuve d'irresponsabilité de l'opposition. Je pense qu'il devrait avoir honte de ce constat. Rien qu'à regarder les vidéos sur Twitter, Monsieur le Président. L'honorable député de Montmorency, Charlevoix. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Selon la vérificatrice générale, le système d'immigration pour les étudiants étrangers est complètement hors de contrôle. En 1 an, c'est potentiellement 150 000 demandes de faux étudiants étrangers qui auraient été faites et moins de 3 % a été pris en charge par le gouvernement. C'est pas compliqué, les libéraux ont complètement perdu le contrôle de l'immigration, mais ils continuent à donner des permis comme si de rien n'était. Au Québec, ce que les gens veulent, c'est un système d'immigration qui respecte la capacité d'accueil et d'intégration à notre nation québécoise. Est-ce que le premier ministre peut nous expliquer comment il fait pour garder des ministres qui nuisent plus qu'ils aident? Honorable ministre de l'Industrie. Monsieur le Président, le plan de notre gouvernement fonctionne. Notre plan, c'est d'être en contrôle de l'immigration, sachant que les Canadiens nous font confiance pour maintenir ce contrôle-là. Nous avons été capables de réduire
les seuils d'immigration. Nous avons été capables, pour la première fois en près de 50 ans, de réduire la croissance de la population au Canada. Maintenant, nous aussi, nous allons faire en sorte de nous entendre avec le gouvernement du Québec. Le lieutenant s'est entendu d'ailleurs avec le gouvernement du Québec la semaine passée, parce que nous devons non seulement être capables d'avoir l'immigration sous contrôle, mais nous devons être capables d'aider les entreprises qui ont également des problèmes de pénurie de main-d'œuvre. Exactement. L'honorable député de Rivière-du-Nord. Monsieur le Président, 3 provinces joignent leur voix au Québec pour exiger plus de pouvoir dans les nominations de juges. Après Québec, c'est maintenant l'Ontario, l'Alberta et la Saskatchewan qui veulent que les juges des cours supérieures soient choisis parmi leur propre liste de candidats. Elles veulent également avoir leur mot à dire sur le choix des juges de la Cour suprême. Monsieur le Président, le Québec et les provinces en ont assez de voir l'entourage du premier ministre se mêler de la nomination des juges pour récompenser des libéraux. Est-ce que ce gouvernement va enfin respecter leurs demandes? L'honorable ministre de la Justice. Monsieur le Président, je veux remercier ma collègue pour cette question. Il est très important de comprendre que nous avons un processus qui fonctionne aujourd'hui. Nous recevoir les recommandations de le comité indépendant. Nous avons des opportunités pour discuter les proposals avec mes homologues dans les provinces et les territoires. Ce processus marche et il n'est pas nécessaire pour changer le processus. Mais si mes homologues veulent participer dans le processus, faites une appel. C'est simple. L'honorable député de Rivière-du-Nord. Président, le Québec et 3 provinces veulent sélectionner eux-mêmes leurs juges parce que le processus à Ottawa est entaché. Entaché de rouge. Rappelez-vous la libéraliste, cet outil partisan qui aidait les libéraux à nommer les libéraux. Rappelez-vous que parmi les juges qui avaient été des donateurs de partis politiques, 76 % c'étaient des libéraux. Rappelez-vous en 2019, au Nouveau-Brunswick, 5 des 6 juges nommés étaient la voisine d'un ministre libéral, la femme de son beau-frère et 3 donateurs. Est-ce que le gouvernement va inclure le Québec et les provinces qu'il souhaite dans un processus impartial? L'honorable ministre. Maintenant, Monsieur le Président, il y a un processus qui fonctionne. Le processus est indépendant, qui bénéficie de la recommandation de la comité dans les affaires juridiques. C'est important pour assurer chaque candidat à l'habilité pour participer dans le système de cours. We're going to continue to work. Nous allons poursuivre le travail avec les provinces et les territoires pour obtenir leur rétroaction et apporter des réformes. Nous voulons que les meilleures personnes soient dans les meilleurs postes et c'est ce que nous allons continuer de faire. L'honorable député de Saskatoon-Ouest. Monsieur le Président, l'incompétence des libéraux en matière d'immigration ne cesse de s'aggraver. Hier, la vérificatrice générale a révélé l'existence d'une fraude généralisée au sein du programme des étudiants étrangers. Pire encore, 150 000 cas de fraude présumée. Sur 150 000 cas, le ministère en a examiné moins de 3 % mais ce n'est qu'une partie du gâchis libéral. Est-ce que le premier ministre a remédié à la situation? Non. En plus d'avoir maintenu en poste sa terrible ministre, il a promu les 2 derniers ministres incompétents qui ont fait des ravages en tant que ministre de la Justice et ministre de la Culture. Pourquoi les 3 ministres de l'immigration les plus incompétents et les plus néfastes font-ils toujours partie de son cabinet? L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Monsieur le Président, la même question a été posée à plusieurs reprises et nous y avons répondu à plusieurs reprises. Je me demande si le député, lorsqu'il rêvait de faire partie du Parlement du Canada, se voir donner un scénario par un jeune de 24 ans du bureau du chef de l'opposition et devoir le régurgiter à la Chambre des communes. Est-ce que le député va simplement lire le scénario une deuxième fois? L'honorable député de Saskatoon-Ouest. Monsieur le Président, contrairement à ce député, moi, je ne travaille pas pour le bureau du premier ministre. La ministre de l'Immigration est tellement incompétente que ses propres collègues libéraux ont déclaré à la CBC qu'elle n'était pas à la hauteur de ses fonctions et le gâchis créé par les 2 derniers ministres est évident. Pourtant, les libéraux continuent d'accorder des centaines de milliers de nouveaux permis de travail étrangers sans aucun plan pour renvoyer les millions de titulaires de visas étrangers arrivés à expiration qui restent au Canada. Tout cela pendant que les jeunes Canadiens font face à un taux de chômage de 14 % et que les résidents non permanents sont plus nombreux que les Canadiens au chômage. Il faut mettre fin à cette absurdité. Pourquoi les 3 ministres de l'immigration les plus incompétents de l'histoire du Canada font-ils toujours partie du Conseil des ministres? L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Monsieur le Président, nous venons tout juste d'adopter un projet de loi, malgré l'obstruction des conservateurs, qui nous permet justement de réduire le nombre de demandeurs d'asile au Canada,
tout comme nous avons réduit le nombre de résidents temporaires du Canada pour la première fois de l'histoire l'année dernière. Et je répéterai aux députés que moi, je travaille pour les Canadiens et Canadiennes. Ils ne travaillent pas pour le chef de l'opposition. Ils devraient poser ses propres questions plutôt que les questions qui lui viennent d'un jeune de 24 ans qui travaille au sein du bureau du chef de l'opposition. L'honorable député de Nanaimo Ladysmith. 153 000 cas de demande de visa étudiants signalés pour fraude. Moins de 3 ont fait l'objet d'une enquête. 92 des fraudeurs ont été autorisés à obtenir un permis de travail. La vérificatrice générale a révélé un système d'immigration tellement défaillant qu'il n'arrive même pas à appliquer ses propres règles. Mais au lieu de réparer le système, le gouvernement va octroyer encore plus de permis. Même les libéraux disent que cette ministre de l'Immigration doit partir. Il est grand temps de faire le ménage. Donc, pourquoi le premier ministre garde-t-il non pas un, ni deux, mais 3 ministres de l'Immigration qui ont échoué au sein de son Conseil des ministres? L'honorable ministre des Emplois et de la Famille. Monsieur le Président, malgré la conversation aujourd'hui sur l'impact de l'immigration sur l'emploi chez les jeunes, je rappellerai aux députés de l'opposition que même s'ils profitent de programmes comme le programme Emploi-Été Canada, ils votent contre ces programmes à maintes et maintes reprises. Donc, je dirais que c'est pratiquement frauduleux de célébrer ces programmes dans leur circonscription tout en votant contre ces programmes à la Chambre des communes. J'entends beaucoup de remarques et de répliques. Aujourd'hui, je vais vous demander de vous abstenir. Monsieur le Président, les régions du Québec sont à bout de patience. L'inaction du gouvernement libéral leur coûte cher. C'est pas moi qui le dis, c'est les maires, les entrepreneurs, les organismes de Chaudière-Appalaches qui sont ici même à Ottawa pour sonner l'alarme. Le premier ministre a promis de faire lever les tarifs américains sur l'acier et le bois d'œuvre. C'est un échec. Il a créé un chaos en immigration, un chaos lamentable. C'est un autre échec. Résultat, perte d'emplois dans toutes nos régions. Combien d'emplois faudra-t-il encore perdre avant que le premier ministre tienne ses promesses envers les entreprises de la Beauce? Honorable ministre de l'Industrie. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, mon collègue a soulevé plusieurs cas qui, en effet, sont liés aux secteurs qui sont tarifés par les Américains et qui ont lieu en Beauce. Nous allons travailler à travers Développement économique Canada pour les régions du Québec avec le député. Mais en même temps, j'aimerais que lui-même et tout son caucus fassent davantage pour dénoncer les tarifs américains parce que, clairement, le silence parle de l'autre côté. Honorable député de Chicoutimi-Le-Fjord. Monsieur le Président, des représentants d'entreprises du Saguenay-Lac-Saint-Jean sont ici à Ottawa parce qu'elles n'en peuvent plus d'attendre. Le premier ministre libéral devait conclure une entente sur les tarifs d'aluminium avec l'administration Trump. 1 an plus tard, nothing, rien. Pendant ce temps, 57 000 emplois ont été perdus au Québec en février. Les travailleurs d'aluminium payent le prix. Les contrats disparaissent, l'incertitude s'installe, les régions écopent. Pourquoi le premier ministre laisse tomber nos travailleurs et nos entreprises en région? Honorable ministre. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, j'aurai l'occasion de rencontrer également les mêmes personnes que mon collègue va rencontrer plus tard aujourd'hui. Et j'ai eu l'occasion de travailler avec lui la semaine passée. Pourquoi? Parce que nous voulons aider les travailleurs du secteur de l'aluminium. Nous savons qu'ils sont victimes des tarifs injustifiés de la part de l'administration Trump. Nous sommes là pour les protéger. Nous sommes également en discussion avec plusieurs entreprises de la région pour les soutenir. Nous avons des conversations et nous prenons également des décisions en lien avec des investissements importants qui s'en viennent chez Rio Tinto. Nous sommes là pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. L'honorable député de Labrador. Merci, Monsieur le Président. Le 12 mars, le Premier ministre s'est rendu à Yellowknife. Il a annoncé un nouveau plan historique ambitieux pour défendre, développer et transformer le Nord. Ce plan s'appuie sur un budget de plus de 40 milliards de dollars d'investissement. C'est une question que j'ai écrite moi-même, c'est très important. Le ministre des Relations entre la Couronne et les Autochtones pourrait-il expliquer à la Chambre pourquoi ce nouveau plan est si essentiel pour le Nord? L'honorable ministre des Relations Couronne autochtones. Depuis des décennies, les habitants des territoires du Nord et de l'Ouest rêvent de la route de la vallée. Je n'entends pas la ministre, je vais la laisser recommencer.
Depuis des décennies, les habitants des territoires du Nord-Ouest sont clairs. La route de la vallée Mackenzie est essentielle. Ce tracé va créer de formidables débouchés économiques pour les petites sociétés. Nous faisons aussi avancer le corridor de la sécurité dans l'Arctique avec les peuples autochtones. Avec plus de 40 milliards de dollars d'investissement, nous construisons un Nord plus fort, plus résilient et plus facile à desservir. L'honorable député de Cloverdale Langley Sidney. Je me suis entretenue avec quelqu'un dans ma circonscription qui travaille, qui est menuisier. Il travaille fort, il paye ses impôts, mais il a perdu du travail parce que des étudiants qui ont des visas prennent ses heures sur ses cartes de travail. Les étudiants internationaux arrivent sans surveillance correcte et restent au-delà des délais de leur visa. Est-ce que le Premier ministre admettra que ce gâchis a commencé sous son ancien ministre et que les Canadiens comme mon électeur en payent le prix aujourd'hui? L'honorable ministre des Emplois et des Familles. Difficile à prouver ce qu'allègue la députée, mais nous pouvons vous prouver que nous investissons dans les travailleurs, dans les grands projets, nous investissons en défense, ce qui mène à des centaines de milliers d'emplois. Et vous savez qui s'en réjouit? Les syndicats, les travailleurs, qui ont hâte de construire un Canada fort sous ce Premier ministre. L'honorable député de Cloverdale Langley City. Nous sommes face à quelque chose qui ne vient pas d'une erreur, mais de plusieurs années de mauvaise gestion par plusieurs ministres libéraux de l'immigration. L'un d'entre eux a ouvert les vannes sans rien maîtriser, l'autre n'a pas suivi les règles. Et aujourd'hui, le ministre continue d'accorder des permis alors que des millions de visas sont expirés ou n'ont tout simplement pas été vérifiés. Même les membres du Parti libéral déclarent que ce ministre n'est pas à la hauteur de sa tâche. Donc, je demande au Premier ministre pourquoi 3 des premiers ministres de l'immigration les plus inefficaces de l'histoire récente siègent-ils toujours à la table du cabinet alors que les Canadiens subissent les conséquences de leurs échecs? L'honorable secrétaire d'État pour le travail. Beaucoup de députés de ce côté de la Chambre ont déjà répondu à cette question pendant cette période de questions orales. Donc, Monsieur le Président, le nombre de questions répétitives qui viennent des bancs des conservateurs est en augmentation. Vous savez ce qui baisse? Le nombre de députés de ce côté de la Chambre. L'honorable député de Aurora Oak Ridges Richmond Hill. Monsieur le Président, après 10 ans de politique libérale avant, les constatations de la vérificatrice générale révèlent de la fraude et des problèmes dans les permis. Malgré tout cela, les libéraux prévoit d'accueillir des centaines de milliers de travailleurs étrangers sans plan pour expulser les détenteurs de visas expirés au Canada. Le ministre doit prendre ses responsabilités. Le Premier ministre doit prendre sa responsabilité au sérieux. Pourquoi est-ce que 3 des premiers ministres de l'immigration les plus incompétents de l'histoire sont-ils encore au cabinet? L'honorable secrétaire d'État. Nous n'allons pas accepter de conseils sur l'économie ou l'emploi d'un leader qui n'a jamais travaillé dans ce domaine. Nous allons continuer de construire l'économie la plus forte du G7. Nous avons déjà baissé les impôts de 22 millions de Canadiens. Nous allons travailler sur les accords de libre-échange. Nous allons diversifier notre économie et consentir des dizaines de milliards de dollars en investissement. J'enjoins ce parti d'arrêter de poser les mêmes questions, de répéter les mêmes phrases et construire avec nous un Canada fort. L'honorable député de Aurora Oak Ridges Richmond Hill. Les ministres de l'immigration canadiens ont détruit notre système autrefois respectable. Seuls 2,6% de plusieurs centaines de milliers de cas de fraude de permis d'étudiants ont été vérifiés. Des agents des forces de l'ordre iraniennes ont été accueillis ici au Canada. Pour ce qui est de la sécurité du Canada, il me semble que les ministres libéraux jouent à un jeu. Qui? Vous? Moi? Non. Qui? Ce sont des ministres incompétents et destructeurs. Pourquoi sont-ils encore au cabinet? L'honorable
L'honorable ministre pour les femmes et l'égalité des genres. Merci, Monsieur le Président. Les jeunes dans ce pays sont prêts à se mettre au travail et nous faisons tout ce qu'il faut pour leur donner des débouchés. Avec Emploi Été Canada, nous avons des dizaines de milliers de jeunes qui sont sur le marché du travail pour la première fois et qui acquièrent de l'expérience chez eux. Nous investissons 665 millions de dollars pour que les étudiants et universitaires puissent construire leur carrière et trouver du travail ici. Nous travaillons avec la jeunesse pour que les jeunes puissent obtenir les qualifications de l'avenir pour un Canada fort. L'honorable député de Dufferin-Carleton. Il y a 10 ans, avant l'entrée au pouvoir des libéraux, les producteurs automobiles du Canada produisaient 2 millions d'autos par an. Aujourd'hui, après 10 ans d'incompétence, nous en sommes à 1,2 million. Pire encore, depuis ce nouveau Premier ministre, l'exportation d'autos ont baissé de 54%. Le secteur est décimé. Nous avons perdu Brampton, Picor. Nous avons perdu Breakjob. Nous avons perdu des sites à Ottawa. Tout cela sous la soi-disant nouvelle politique auto. Quand est-ce que les libéraux se rendront compte que c'est n'importe quoi et qu'il faut passer au pacte libre de droits de douane des conservateurs? Dans un esprit d'équité, j'exprime ma déception parce que ce vocabulaire a déjà été employé par le passé par un autre député. Je ne pense pas que ce type de discours nous élève aux yeux du public. L'honorable ministre de l'Industrie. Merci, Monsieur le Président. Parlons des faits. Les propositions des conservateurs, c'est trop peu, trop tard. Les conservateurs n'ont même pas consulté les travailleurs. Rien pour les travailleurs dans leurs mesures et leurs propositions. Unifor, qui représente les travailleurs, est contre cette proposition. La nôtre est appuyée par le Premier ministre conservateur de l'Ontario. Je vais donner à la députée quelques secondes de plus parce que il y avait beaucoup de bruit à gauche, tout comme il y a parfois beaucoup de bruit au fond à droite. Ainsi, le président apprend les noms de circonscriptions. Je vais donner à l'honorable ministre un petit peu plus de temps. Du début, Monsieur le Président, le Premier ministre conservateur de l'Ontario est en faveur de notre proposition. Même chose pour les syndicats et les consommateurs. Tout le monde nous soutient. Donc, pourquoi ne nous rejoignent-ils pas? L'honorable député de Dufferin-Carleton. Je suis choquée de voir à quel point la ministre de l'Industrie est mal informée à propos de la stratégie auto. La stratégie auto annoncée par le gouvernement, suite à quoi les exportations ont baissé de 32%. C'est épouvantable. C'est parce que on a 15% de droits de douane sur nos autos et les libéraux n'ont pas réussi à faire éliminer les droits de douane. Ils ne savent pas comment faire. Ils se contentent de parler de quelque chose qui va se passer. Notre plan a été approuvé par le président de l'entreprise de Oshawa et l'association des fabricants constructeurs d'automobiles canadiens. Pourquoi ne se remettent-ils pas de notre côté? Merci, Monsieur le Président. Je ne sais pas ce que c'était tout ça, mais les conservateurs ont oublié, réfléchissant à notre secteur de la construction auto, ils ont oublié 200 000 travailleurs. Pourquoi? Le Canada est à la tête des pièces auto. Nous accueillons les 3 plus grandes sociétés de pièces auto au monde. Eux ont oublié les travailleurs de GM à Cambridge, les travailleurs de Ford à Windsor. Ensuite, Honda, les travailleurs qui fabriquent des moteurs. L'honorable député. Les libéraux ont jeté l'éponge dans l'auto. Le secteur est en baisse de 50%. Les exportations sont en baisse de 30% et nous avons perdu des milliers d'emplois. Le plan des conservateurs restaurerait l'exportation libre de douane. Donc, au lieu d'abandonner la construction auto, est-ce que les libéraux appuieront une motion pour encourager l'auto ici au Canada? L'honorable secrétaire parlementaire.
La nostalgie n'est pas une stratégie. On ne peut pas revenir à 1965, à une époque où le pacte auto était sans droit de douane. Unifor disait du plan des conservateurs que les objectifs ne seront pas atteints. Mathématiquement, le plan est incorrect et pourrait même bloquer la croissance future dans le secteur de l'auto. Contrairement aux conservateurs, nous avons consulté les travailleurs et les syndicats pour produire une stratégie que nous nous réjouissons de mettre en œuvre. Nous voulons modifier les normes de disponibilité pour les véhicules électriques et aller encore beaucoup plus loin. L'honorable député en réponse. Voici ce que disait le président du syndicat. Enfin, quelque chose qui va protéger des centaines de travailleurs de l'auto en Ontario. Avec les libéraux, la production est en baisse. Le chômage est en hausse. Le plan des conservateurs doublerait la construction auto ici au Canada. L'Association des constructeurs auto nous soutiennent. Les syndicats nous soutiennent. Le travailleur automobile nous soutient. Le feront-ils? La ministre de l'Industrie. Ce gouvernement a visité toutes les lignes de production du secteur de l'auto et nous avons l'appui des travailleurs. Le site de Brampton est très important aux yeux de mon collègue, je le sais. Unifor et le directeur d'Unifor Canada me disaient que leur proposition met en danger l'usine Brampton Stellantis ainsi que la future usine GM. Donc pourquoi sont-ils contre les travailleurs de Brampton? L'honorable député de Niagara-Ouest. Monsieur le Président, le secteur automobile du Canada est à genoux. La production a été réduite de moitié depuis 2015. Des milliers d'emplois ont disparu et les exportations se sont effondrées. Les droits de douane américains frappent de plein fouet nos travailleurs. Le Premier ministre n'a rien fait pour y mettre un terme. Le Premier ministre les a acceptés comme mesure permanente tout en utilisant l'argent des contribuables canadiens pour subventionner les véhicules fabriqués à l'étranger. Ce n'est pas un plan, c'est une capitulation. Les conservateurs ont proposé un plan. Le Premier ministre va-t-il défendre les travailleurs canadiens? Et puis, notre plan va-t-il maintenir le déclin progressif de notre secteur auto, tout comme le reste de l'économie? L'honorable ministre de l'Intelligence artificielle. Les conservateurs souhaitent fermer les yeux et espérer que les droits de douane se volatiliseront comme il y a 50 ans. Ce n'est pas un plan, c'est un rêve. Même le Globe and Mail affirmait que leur plan sort tout droit des années 60. Désolé, mais la nostalgie, ce n'est pas un plan. Nous investissons dans nos travailleurs. L'Ontario investit dans les fabricants de pièces auto. J'ai visité Chumie, Bradford et Brampton West, des circonscriptions conservatrices. Leurs électeurs nous appuient. Donc pourquoi n'ouvrent-ils pas les yeux, qu'ils arrêtent de rêver et nous appuient? L'honorable député de Davenport. Monsieur le Président, en tant que présidente de l'Association parlementaire Canada Autant, je sais que les parlementaires de l'Alliance, ainsi que ceux des pays des deux côtés de l'Atlantique, se tournent vers le Canada, recherchant un leadership de premier plan dans le domaine des technologies de défense de pointe et de l'innovation. Il est essentiel de réarmer, reconstruire et réinvestir dans les forces armées canadiennes tout en renforçant l'industrie. Le ministre de la Défense nationale peut-il informer la Chambre des investissements essentiels que nous réalisons dans l'industrie de la défense? L'honorable ministre de la Défense. La toute première stratégie industrielle de défense du Canada nous permet de réaliser des investissements majeurs pour renforcer l'industrie de la défense nationale. Nous appuyons le développement des drones, des technologies quantiques. Nous concentrons 200 millions de dollars dans les capacités de lancement spatial du Canada dans la région de l'Atlantique, 300 millions de dollars pour des nouveaux fusils d'assaut modulaires, 1,4 milliard de dollars pour la production de munitions. Monsieur le Président, notre priorité est de tenir notre engagement et de soutenir l'emploi et la sécurité. L'honorable député de Calgary-Middenpoor. La vérificatrice générale a publié un nouveau rapport sur le système de paix Phoenix qui s'est révélé être un échec. Un système qui a coûté 4,2 milliards de dollars. Ce gouvernement ne parvient pas à tirer des leçons du fiasco Phoenix qui coûte des millions de dollars tous les ans aux contribuables. Cela fait 10 ans que le gouvernement essaye de rectifier la situation. Quand est-ce que le gouvernement va agir et arrêter de gaspiller de l'argent? L'honorable ministre. Merci beaucoup. Bien au contraire,
La vérificatrice générale a mentionné que le rapport qualité-prix va être bon. D'ailleurs, je remercie l'auditrice générale pour son rapport. Nous mettrons en œuvre ces recommandations pour agir correctement parce que les fonctionnaires méritent d'avoir le bon salaire au bon moment et voilà ce que nous essayons de faire. Merci. L'honorable député de Calgary. Les fonctionnaires ont peur de prendre leur retraite parce qu'ils ne font pas confiance au système de paie. 230 000 arriérés demeurent et certains dossiers ont plus qu'1 an. Le gouvernement a eu 10 ans et maintenant, on veut passer d'un nouveau système à beaucoup plus rapidement. Quand est-ce que le gouvernement va agir pour que les fonctionnaires aient confiance en leur chèque de paie et leur retraite? L'honorable. Did something happen? I don't know. S'est-il passé quelque chose? Je ne suis pas au courant. See anything? L'honorable ministre. Yes. I missed something here. J'ai raté quelque chose, me semble-t-il, mais merci, Monsieur le Président. Je remercie la députée pour sa question. C'est une question importante. Les fonctionnaires méritent de recevoir le bon salaire au bon moment. Et pour ce qui est des arriérés, je suis heureux de vous dire que les arriérés ont baissé de 50% au cours des dernières années. Nous avons appris des erreurs commises à propos de Phoenix. Il faut y aller étape par étape de façon prudente et minutieuse pour que cette transition se passe bien. Et c'est une transition que nous allons réussir. L'honorable député de Yellowhead. Je craindrai toujours que le gouvernement vienne recouvrir quelque chose. Je ne fais jamais confiance aux informations que je reçois. Ce sont là les propos d'un fonctionnaire qui a peur de prendre sa retraite à cause du système de rémunération défaillant que ce gouvernement libéral refuse de rectifier. 133 000 employés se trouvent dans la même situation. La vérificatrice générale a confirmé que des milliards ont été dépensés, sans plan clair pour résorber les arriérés. Le nouveau système partira donc des mêmes données erronées. Comment les Canadiens peuvent-ils faire confiance à ce gouvernement pour réparer 10 ans de gâchis? L'honorable ministre. Je souhaite remercier la vérificatrice générale pour son rapport. Nous travaillons sur la mise en œuvre de ces 3 recommandations, notamment l'élimination des arriérés en temps et en heure. C'est ce que nous faisons. Les arriérés ont déjà baissé de 50% au cours des 2 dernières années. À mesure que nous travaillons sur la transition vers un nouveau système, nous nous assurons de procéder étape par étape afin de réussir cette transition. Merci, Monsieur le Président. L'honorable député de Markham-Unionville. Monsieur le Président, à mesure que les capacités numériques évoluent, les crimes et les menaces qui pèsent sur notre sécurité nationale évoluent aussi. Depuis des décennies, les services chargés de l'application de la loi à travers le pays réclament des outils modernisés pour lutter contre la criminalité, comme l'extorsion, l'exploitation des enfants, le vol de véhicules et le crime organisé. Le ministre de la Sécurité publique pourrait-il nous expliquer en détail l'importance des mesures d'accès légales et du projet de loi C-22 pour assurer la sécurité de la population? L'honorable ministre de la Sécurité publique. Merci, Monsieur le Président. Je souhaite remercier le député de Markham-Unionville pour ses efforts de plaidoyer et de défense. Comme vous le savez, les forces de la loi de tout le Canada réclament des outils modernisés, notamment pour un accès légal et assurer la sécurité des Canadiens. Avec le projet de loi C-22, les forces d'application de la loi pourront lutter contre l'exploitation des enfants, le trafic d'êtres humains, le blanchiment d'argent et d'autres crimes. J'enjoins les collègues à appuyer le projet de loi C-22 pour que les forces de l'ordre aient les bons outils pour la sécurité de la population. Monsieur le Président, le secteur de la pêche récréative est face à une révision de la politique d'attribution des quotas de saumon qui pourrait anéantir son activité et mettre fin au principe historique d'accès aux ressources du domaine public. Le secteur de la pêche récréative comporte 9 000 emplois et génère 600 millions de dollars de revenus directs et contribue 1,2 milliard de dollars au PIB de la Colombie-Britannique. Le ministre s'engagera-t-il à protéger l'accès historique aux ressources communes pour la pêche récréative ou ce gouvernement laissera-t-il mourir une autre industrie vitale, les communautés côtières et un mode de vie sur l'île de Vancouver? L'honorable ministre des Pêches et des Océans.
L'honorable député, les dernières politiques à cet égard ont été mises en œuvre en 1999. Nous avons donc eu besoin de 6 ans pour revoir les modalités. Nous avons passé un an à faire des consultations. Cela s'est terminé en janvier. Aucune décision n'a encore été prise. L'honorable député de Vancouver East. Nous sommes en pleine crise du logement. Ce gouvernement a discrètement supprimé le financement du programme The Right Fest, un programme qui met directement en relation les personnes en fauteuil roulant avec des fournisseurs de logements adaptés. Avec un préavis de quelques jours, le financement sera supprimé à compter du 1er avril, laissant les Canadiens et les Canadiennes les plus vulnérables, les personnes en situation de handicap, sans soutien, sans logement, sans réponse. À une heure où les logements accessibles sont déjà cruellement insuffisants, comment le ministre peut-il justifier d'abandonner les personnes en fauteuil roulant de manière aussi cruelle et de supprimer les programmes même conçus pour les aider à trouver un endroit où vivre? L'honorable député, plutôt ministre du Logement et de l'Infrastructure. Merci, Monsieur le Président. Je remercie la députée pour sa question. Nous sommes très inquiets au sujet de celles et ceux qui sont en situation d'itinérance aujourd'hui ou qui se servent des programmes pour trouver une maison. Le programme Unsheltered était un programme de 2 ans. Le but était de trouver sur 2 ans un logement. Nous voulons donc fournir les services dont les gens ont besoin. Nous allons consacrer $1 milliard au logement de transition. Nous allons travailler avec les provinces pour appuyer celles et ceux qui ont besoin de logement. L'honorable député de Courtney Alberni. Monsieur le Président, la guerre illégale menée par Donald Trump et Benjamin Netanyahu au Moyen-Orient a des conséquences épouvantables sur les civils, surtout les enfants. Le bilan humanitaire et environnemental est immense. Les répercussions économiques sont mondiales. Les prix à la pompe qui grimpent, perturbations de l'approvisionnement en produits essentiels comme l'hélium utilisé dans les IRM, ce qui menace les chaînes logistiques pharmaceutiques. Les Canadiens qui ont déjà du mal à faire face au coût de la vie subiront les conséquences. Le Premier ministre veillera-t-il à ne pas être complice de l'exportation des armes qui vont tuer des civils et prendra-t-il position clairement contre cette guerre horrible? L'honorable ministre, en réponse, merci aux collègues qui soulèvent cette question importante. Le Canada s'inquiète beaucoup du coût humanitaire de cette guerre. Nous nous inquiétons de la fermeture du détroit de Hormuz qui menace la sécurité énergétique mondiale et la stabilité économique. Le Canada se concentre sur les travaux humanitaires, sur la désintensification du conflit, sur l'approvisionnement sans heurts des sources d'énergie dans le détroit de Hormuz. Nous encourageons toutes les parties à désintensifier le conflit et nous travaillerons avec les pays du G7 à cet effet. Je souhaite attirer l'attention des députés sur la présence dans la tribune de l'honorable Lana Popham, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation de la province de la Colombie-Britannique. L'honorable Bowen Ma, ministre des Infrastructures et de la province de la Colombie-Britannique.